Nous allons bientôt commencer dans quelques instants. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau webinaire de EpiWin, le 40e webinaire de EpiWin cette année. Donc, merci beaucoup de nous avoir accompagnés tout au long de ce périple. Aujourd'hui, un webinaire très spécial qui parle de l'avenir de la veille sanitaire euh, internationale, donc avec le lancement du cadre et du curriculum de veille sanitaire de l'OMS dans le monde d'aujourd'hui. Faire face aux défis de santé publique n'est pas facile. Nous avons besoin de personnel de santé qui peuvent se charger de ce travail, qui peuvent fournir de l'information basée sur des données probantes et l'utiliser pour agir. Donc, c'est le but du curriculum et du cadre de compétences, du cadre prévu. Nous avons avec nous un certain nombre d'intervenants éminents. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la série EpiWin, il s'agit donc du réseau de l'OMS de lutte contre les épidémies. Notre but est de renforcer les connaissances en matière de sciences, d'urgence sanitaire, de donner les moyens d'agir, rendre ces différentes actions éclairées et rendre disponibles ces informations. Dans le webinaire d'aujourd'hui, nous aurons avec nous Dr Philippe Abdelmalek qui va prononcer quelques remarques liminaires et qui va parler plus du cadre de compétences mentionné. Nous avons avec nous également Raquel Medialdea Carrera, épidémiologiste dans le centre d'information de l'OMS sur les pandémies et les épidémies. Donc, Dr Philippe Abdelmalek et Raquel travaillent dans le même centre à Berlin. Ensuite, nous aurons avec nous professeur Johanna Anfield, qui est vice-présidente par intérim de l'Institut Robert Koch. Et également notre collègue qui nous rejoint de l'Institut Robert Koch, qui est donc épidémiologiste et qui présentera la collaboration avec l'OMS sur le sujet. Nous allons donc discuter du contexte, qu'est-ce qui rend le curriculum et le cadre de compétences pertinents, mais nous allons également parler de l'expérience pays sur le terrain. Pour ceci, nous allons discuter avec Nada Ghosn, directrice du ministère de la Santé publique au Liban, qui nous fera part de l'expérience du pays. Après avoir entendu l'expérience au niveau du pays, nous allons reprendre la discussion sur la manière d'utiliser le curriculum et le cadre. Et comment donc appliquer ces concepts dans la pratique. Ensuite, nous aurons une séance de questions-réponses. Avant de donner la parole à Monsieur Philippe, nous avons quelques remarques de maintenance. Nous aimerions donc entendre votre opinion. Donc, ceux qui ont déjà suivi nos webinaires, la pratique est de se présenter dans la boîte de messagerie. Qui vous êtes? De quel pays? Quelle est votre profession? J'aime beaucoup voir les personnes venant de différentes parties du monde ici se réunir. Et ici, il s'agit d'échanger avec nous, entre vous également. C'est tout autant important que le contenu de notre webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans la boîte de dialogue ou dans la boîte questions-réponses.
Donc, dans la boîte de messagerie, présentez-vous quelques mots sur votre parcours, expérience, mais dans la boîte questions-réponses, que les questions à l'adresse des intervenants, s'il vous plaît. Ce webinaire est enregistré. L'enregistrement sera diffusé sur notre site internet dès que possible. Et donc, n'hésitez pas à consulter notre site pour consulter les enregistrements vidéo. Nous disposons des services d'interprétation en deux langues, français et arabe. Donc, en bas de votre écran, il y a un petit symbole, une planète, un globe. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour choisir la langue d'interprétation. Notre plateforme est une plateforme d'apprentissage mutuel, d'échange d'informations. Nous souhaitons rester dans un esprit positif, constructif. Toutes les discussions doivent rester donc dans le respect mutuel. Et je vous invite à vous concentrer sur le sujet devant nous. Tout manque de respect sera sanctionné donc pour élimination du webinaire. Sur ce, nous aimerions commencer. Nous allons également récolter votre opinion sur Slido. Donc sur slido.com. Donc nous serions ravis d'entendre votre opinion. Normalement, le numéro du Slido s'affiche à l'écran. Donc je vois déjà des réponses arriver. Donc la plupart d'entre vous travaillent dans le domaine de la veille en matière de santé publique. 66% oui, mais un tiers environ ne travaille pas dans ce domaine. Eh bien, très bien, vous allez pouvoir découvrir un nouveau domaine qui, je l'espère, vous sera utile. Comme d'habitude, nous allons garder le slide en fond. Pendant un peu de temps, nous allons donner la parole à Dr Philippe Abdelmalik, donc du Centre d'information de l'OMS sur les pandémies et les épidémies, pour ses remarques liminaires. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Cyprien. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Donc, je vois que le nombre de participants augmente toujours. Donc, nous en avons plus de 600. C'est un véritable plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bienvenue donc au lancement du cadre de compétences et curriculum pour la veille sanitaire de l'OMS. Nous avons avec nous des collègues du monde entier, différentes institutions, secteurs et d'autres. Donc, j'essaie de garder un œil sur la messagerie pour voir qui est qui. Bon, bien sûr, je ne vais pas pouvoir suivre les 600 participants, mais je vois bien qu'il y a une bonne représentation, notamment des ministères de la Santé, différents secteurs, différents domaines. C'est vraiment tout à fait remarquable. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre, où que vous soyez dans le monde. Je remercie également l'équipe de EpiWin qui organise cette séance, qui nous donne l'opportunité de présenter les différentes ressources qui sont les nôtres dans le cadre de cette série de webinaires. Alors que les systèmes de santé publique face à des défis de plus en plus difficiles, les flambées de maladies, les changements démographiques, les chocs climatiques ou un environnement de l'information en évolution permanente,
permanente. Notre capacité collective à protéger la population et à répondre aux urgences dépend de certaines fonctions dont on va parler aujourd'hui, notamment de la veille en matière de santé publique, ou veille PHI, acronyme anglais. Les deux ressources dont nous allons parler aujourd'hui, donc le cadre et le curriculum PHI, ont été développés pour faire l'inventaire des compétences nécessaires pour la santé publique, pour créer des parcours d'apprentissage, pour former ces capacités et les maintenir. Donc, ils ont demandé des dialogues avec les académiens, les institutions académiques, les gouvernements, les communautés de la santé publique de par le monde. Nous avons donc des représentants de ces institutions, notamment de la part de l'Institut Robert Koch et bien d'autres partenaires, des centres de contrôle des maladies, des centres nationaux, des institutions de par le monde. Le cadre et le curriculum sont des documents remarquables, hein, ils sont des documents vivants, donc notre apprentissage continue toujours. Ces ressources resteront évolutives avec l'évolution des technologies et de nos connaissances. Donc nos propres approches évoluent en même temps que ces dernières. J'espère que ces outils vont pouvoir renforcer la préparation des pays aux urgences, permettra de renforcer les personnels de santé, les rendre plus connectés, plus confiants, plus efficaces dans ce paysage changeant. Donc j'espère que vous me donnerez l'opportunité de remercier toute l'équipe des organisateurs. La liste des organisations et des partenaires dans ce projet est très longue. Je ne vais pas m'attarder sur la liste entière des partenaires et je n'aurai pas le temps. Mais j'oublierai probablement beaucoup de partenaires, mais j'aimerais remercier Raquel qui a coordonné ces activités et qui va également prendre la parole dans quelques instants pour présenter ces deux flux d'activités. Avant d'explorer le curriculum et le cadre dans les détails, j'aimerais expliquer qu'est-ce que j'entends par PHI, Public Health Intelligence, donc veille sanitaire, et pourquoi c'est important. Donc, je vais le faire avec l'aide de 3 diapositives. Pouvez-vous les afficher à l'écran? Donc, qu'est-ce que la veille sanitaire? Voici une définition. Cette définition vient de UN Term, donc le site de la terminologie des Nations Unies. Voici donc la définition qui existe dans le système des Nations Unies. Donc très rapidement, et pour récapituler, il s'agit donc d'un processus de bout en bout qui transforme l'information, très souvent incomplète, qui évolue, qui change très rapidement, donc qui nous parvient en quantité astronomique. Le traitement de cette information et sa transformation en idées claires et utiles. Donc tout ce processus, donc cette veille sanitaire est à la base du curriculum et du cadre des compétences. Et les deux sont donc le produit de ces activités. Diapo suivante. Pourquoi c'est important? Donc ici, un certain nombre de raisons fondamentales, mais nous l'avons constaté à plusieurs reprises, pandémie, crise locale, conflit, contexte humanitaire, crise en tout genre. Eh bien, les informations émanant de la veille sanitaire sont essentielles pour la riposte face à l'urgence, mais elles sont essentielles également pour la responsabilité, la responsabilisation, le renforcement de la confiance et la bonne qualité des décisions prises qui sont donc éclairées par la veille sanitaire. Une dernière diapositive. Donc pourquoi est-ce que le développement de la main-d'œuvre en matière de PHI est si importante? Nous avons déjà entendu des signaux très forts émanant donc des manifestations et organisées par le passé et d'autres événements par le passé. Donc, les personnes qui disposent des compétences pertinentes ici sont tout à fait essentielles. Donc, les praticiens qui vont modeler l'avenir, ce sont eux. Donc, nous devons mettre à jour ces compétences, consolider. Donc, il faut parler la même langue, il faut bien comprendre les uns les autres. Et donc, ces changements vont
être réalisés doivent être réalisés de la bonne manière. Donc, cela doit être reflété dans le cadre de compétences et le curriculum. Donc, nous devons être capables de résoudre les différents problèmes tous ensemble, quelle que soit la langue que nous parlons, quels que soient les systèmes dont nous venons. Donc en fait, il s'agirait de créer une espèce de norme commune et un parcours pratique pour renforcer et créer les capacités requises de par le monde. Donc sur cette base, j'aimerais donner la parole à Raquel qui va présenter les deux documents plus en détail. Merci beaucoup et la parole est à Raquel. Merci, Merci Philippe. Donc c'est un plaisir de me trouver ici avec vous. Donc je prends la parole au nom d'un grand groupe d'experts, notamment de l'OMS, mais également d'autres institutions et organisations. Certains d'entre eux sont ici avec nous. Aujourd'hui, nous en rejoint en ligne. Donc c'est le travail collectif d'experts qui ont donc travaillé pour mettre en place ces outils de développement des compétences PHI. Donc nous allons commencer par le cadre de compétences PHI. Et notre collègue plus tard vous donnera plus d'informations sur la mise en œuvre de ce cadre, le curriculum et les formations fondamentales. Donc en ce qui concerne le cadre, il s'agit de mettre en lumière les compétences, les fonctions et les tâches qui sont tout à fait essentielles pour le personnel de santé qui travaille dans le domaine de PHI. Donc, en ce qui concerne le curriculum, il présente des cursus, des objectifs d'apprentissage qui garantiront à la main-d'œuvre PHI le développement de compétences fondamentales, des connaissances, des compétences et des capacités. Les formations fondamentales en PHI vont devoir intégrer des concepts très importants, les processus essentiels des PHI, pour ensuite permettre une formation autonome qui pourra précéder donc la mise en œuvre de ces deux produits de base. Nous allons entendre Dr Nada, notamment, qui va nous parler de l'expérience du Liban. Nous avons travaillé main dans la main avec la région Moyen-Orient de l'OMS. Dans le cadre du renforcement des compétences PHI, donc nous sommes appuyés sur plusieurs phases dans ce projet. Donc d'abord, la première phase, à faire un inventaire des demandes et des besoins de par le monde, donc travailler dans le monde de manière collaborative avec des partenaires. Donc, faire une analyse du paysage, ensuite développer un cadre de compétences pour la PHI, mettre en place un curriculum PHI avec notamment des formations en ligne. Nous avons déjà un certain nombre de formations qui sont disponibles sur les différentes plateformes de l'OMS, notamment l'Académie de l'OMS et d'autres. Et donc, des formations PHI sont prévues pour publication plus tard également. Nous allons en discuter plus en détail dans l'exposé suivant. Donc, la manière dont ces formations, ces cours basés sur le curriculum pourraient être mis en place par les États membres. Diapo suivante. Donc, nous sommes ravis de partager aujourd'hui ce moment, donc le lancement du cadre de compétences PHI qui met en place, pardon, qui met en lumière les différentes compétences PHI de base pour le personnel de santé. Ces différentes compétences sont notamment les capacités essentielles de connaissances de base pour les professionnels en matière de PHI, donc la collecte de données, l'analyse de ces dernières, leur interprétation, la communication, la euh, translation en mesures politiques. Et donc, ce cadre est en fait un outil tout à fait exhaustif. Les différentes compétences sont illustrées dans ce document à travers un certain nombre de tâches, donc qui sont divisées en 4 domaines techniques, donc sur la base des étapes que je vous ai déjà toujours présentées tout à l'heure. Donc, détecter, vérifier, analyser et évaluer les différents besoins dans le cadre du processus du PHI. Et donc, en fait, il s'agit d'un seul domaine fonctionnel qui
parcours, un, un échange collaboratif d'informations. Diapositive suivante. Donc, le curriculum vient compléter le cadre de compétences. Il s'agit donc d'une base qui doit servir de fondation pour une approche pour les professionnels de PHI, pour le développement des compétences pertinentes. Le curriculum s'aligne sur les mêmes domaines fonctionnels et techniques que le cadre. Il permet de traduire les tâches qui émanent donc du cadre en des cours cursus et des objectifs d'apprentissage. Les différents cursus donc sont présentés sur le schéma à l'écran. En résumé, donc c'est un travail collaboratif, résultat du fruit du labeur de nombreux partenaires et spécialistes, de groupes de travail. Donc j'aimerais prendre quelques instants pour remercier ce grand groupe de collègues, collaborateurs, parties prenantes qui ont rendu ce travail possible. Donc je ne pourrais pas les nommer l'un après l'autre ici, mais j'aimerais très rapidement vous dire merci. Merci à Catherine, Mélissandre, Adam, Christy, Stéphanie, entre autres. Merci beaucoup. Vous avez été remarquable. Votre travail a été fondamental et le travail d'autres collègues également. Merci beaucoup encore. Je suis ravie de vous redonner la parole, Supriya. Merci beaucoup à Philippe et Raquel. Merci beaucoup d'avoir représenté cet aperçu du cadre de compétences et du curriculum. Je donne la parole à la professeure Johanna Hanfield et à Dr Clarissa Barbosa de l'Institut Robert Koch. Je vous donne la parole. Donc, pourquoi les PHI sont si pertinentes pour la sécurité sanitaire mondiale? Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous rejoindre. C'est un moment très important. Nous avons beaucoup parlé donc du lancement du cadre de compétences et du curriculum PHI de l'OMS. C'est donc un développement très essentiel pour la sécurité sanitaire. L'ère que nous traversons est tout à fait euh, tourmentée. Ce genre de travail est extrêmement important aujourd'hui. Donc, j'aimerais vous présenter notre perspective de l'Institut Robert Koch. Pourquoi ce travail est si important? Donc, nous avons été nombreux avec la région Émeraude, entre autres, à travailler sur ces documents. Nous avons eu donc le plaisir de co-développer ces outils. Donc, c'est une partie essentielle de la sécurité sanitaire mondiale. Donc, il s'agit vraiment de programmes de base pour garantir la détection précoce des risques. Sans ce genre de fondation, il est extrêmement difficile de faire une évaluation des risques précise et protéger les populations. Donc, ce qui est très clair, c'est que c'est ce qui a été démontré par la Covid, par la Mpox et par d'autres encore. Donc, l'information existe en abondance, hein. Mais le problème, il s'agit de transformer cette information en renseignements utiles qui peuvent être ensuite exploités, et notamment grâce à l'action des institutions de santé publique. Le but également d'élargir la géographie de ces informations. Il faut prendre en compte les différences entre les pays. Il faut avoir une langue commune pour nous comprendre. Et donc, ce cadre commun sera essentiel. Ce travail a commencé en 2021. Et je sais que Philippe avait sur sa diapo la même photographie de Dr. Chekwe, donc qui a lancé ses travaux en 2021. Donc les formations et ces différentes activités vont main dans la main
Donc, le personnel de santé est bien sûr le squelette de toute intervention et de tout système sanitaire. Nous avons besoin d'une définition commune, bien sûr, mais nous avons également besoin de formation et de parcours d'apprentissage commun pour renforcer ses capacités entre les différents pays. Je vais donner la parole à Clarissa Barbosa, qui a travaillé de près sur ce projet au sein de l'Institut RKI. Ce fut un plaisir, merci beaucoup et je suis ravie également d'entendre plus tard les collègues du Liban. Donc je suis ravie qu'ils ont piloté le projet dans la région Emro. Et donc sans vous, ce travail n'aurait pas été possible. Je donne la parole à Clarissa. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Hanfeld. Donc sur la diapositive suivante. Donc, comment a été réalisée l'élaboration de ce projet? Donc, sa phase pilote ici. Donc, il s'agissait donc combler la lacune en matière de normalisation des processus PHI ici. Donc, nous avons commencé l'élaboration du cadre et du curriculum. Donc, à partir donc une idée avec une collaboration sur la base de projets copilotés avec un groupe de travail PHI, un groupe très important qui a revu tous les documents, qui a fourni son expertise en matière de PHI. Donc, à partir de la création, et a donc qui a aidé la création de différentes formations. Donc, j'aimerais ici expliquer la chaîne de développement ici. Donc, ces formations PHI doivent s'aligner sur le cadre de compétences. Donc, et le curriculum s'aligne sur ce dernier. Nous avons fait une phase pilote à Djibouti, Jordanie, Liban, donc dans la région MRO de l'OMS. Donc, une évaluation de ce projet a été réalisée auprès des participants. Donc, après cette évaluation de cette phase pilote, tous les documents, tous les matériels ont été réexaminés. Et en ce qui concerne la dernière phase, donc diffusion, nous avons revu, finalisé les différents matériels de support et donc nous avons adapté ces derniers à un apprentissage en ligne et mis en place une certification. Dernière diapositive. Donc, comment avons-nous intégré une base fondamentale du renforcement des capacités PHI et donc dans ce cadre? Donc, c'est à l'écran. Nous avons mis en place des formations, donc des formations fondamentales en matière de PHI, donc au sens large. Nous avons également mis des formations spécifiques aux différents pays. Donc, nous avons également fait un échange de connaissances techniques et renforcé notre réseau avec des réunions de coordination entre les partenaires, des événements, des manifestations organisées au niveau régional. Donc, les différentes activités, les échanges d'informations, les réunions régionales, etc., ont été extrêmement importantes, donc oui, pour le niveau international, national, mais également régional, donc pour la création de ce dialogue régional. Donc, après l'organisation de tous ces travaux, nous avons fait une évaluation des impacts donc, de ces formations, mais également développer des lignes directrices sur la durabilité de ces activités. Donc, je vais vous donner un aperçu rapide de ces formations fondamentales en matière de PHI. Donc, nous avons couvert 8 sujets, l'introduction à la veille sanitaire PHI, donc les cadres réglementaires, éthiques, juridiques pour la PHI, les sources d'information pour la veille sanitaire, les processus d'activité liés à la veille sanitaire, la mise en œuvre de la veille sanitaire, l'épidémiologie dans le cadre des PHI, donc les PHI pendant les urgences de santé publique, la communication et l'engagement et la participation, pardon, des parties prenantes. Donc, tout cela a vu l'organisation de petits groupes d'apprenants, donc des groupes d'apprentissage, de discussion, etc. Donc, nous avons mis en place des guides, des manuels très détaillés pour les participants, avec des manuels, des petits exercices
des choses comme ça, également des ressources en ligne pour les différents groupes. Diapo suivante. Et ici, vous le voyez brièvement, une illustration de la façon dont nous travaillons. Et vous le voyez, ces images partagent plus que ce que nous pouvons dire. Comme l'a dit Philippe, vous le voyez, il y a eu une grande mobilisation, une grande participation et des retours très positifs de la part des participants qui ont souligné qu'il y avait une grande interactivité dans cette formation et que c'était crucial pour avoir une vue d'ensemble de la veille sanitaire PHI et aussi d'avoir accès à des ressources euh, liées à l'approche une seule santé et tous aléas confondus. Sur la diapositive suivante, vous verrez qu'il y a eu un petit moment d'évaluation de l'impact de notre formation et de toutes les formations basées sur cette formation-là. Les participants ont signalé qu'il y avait une collaboration avec la veille sanitaire et dans leur pays. Aussi qu'il fallait que cela permettait de renforcer la communication au niveau des pays et aussi de s'atteler aux lacunes entre les différents systèmes et de fournir des soutiens ciblés. Et cela montre que travailler ensemble avec une forte confiance, avec donc le hub à Berlin, le centre, l'Institut Robert Koch, pardon, l'EMRO, les institutions nationales, etc., permet d'atteindre notre objectif et aussi de sensibiliser à la veille sanitaire et au processus de veille sanitaire au sein des professionnels de santé. Merci beaucoup. Je vous rends la parole, Supriya. Merci beaucoup, professeur Johanna et Clarissa. Merci d'avoir expliqué comment vous avez permis à différents pays de se former en veille sanitaire. Et maintenant, nous pouvons passer à l'expérience de pays. Merci de nous avoir rejoints, docteur Nada Gon du Liban. Vous avez la parole. Vous pouvez nous partager votre expérience. Merci beaucoup pour cette opportunité pour vous parler de l'expérience du Liban. Peut-être que si vous éteignez votre vidéo, on pourra mieux vous entendre. Pour l'instant, nous ne vous entendons pas. Professeur, est-ce que vous êtes toujours là? Nous ne vous entendons pas, nous ne vous voyons plus. Est-ce que vous m'entendez? J'ai eu quelques petits problèmes. Donc, merci pour cette opportunité. Je vais maintenant partager notre expérience. Pourquoi avons-nous besoin de développement des professionnels en PHI? Pourquoi est-ce que c'est essentiel pour la santé mondiale? Passons à la diapositive suivante. Pourquoi donc? Eh bien parce que le développement des professionnels au niveau local contribue à la santé au niveau mondial. Et pour bien agir au niveau mondial, il faut bien agir au niveau local. En cas d'urgence sanitaire, il faut une détection, une vérification, une analyse et une évaluation rapide avec une communication effective. Et donc pour pouvoir fournir une riposte rapide avec notamment un confinement à la source. Pourquoi faut-il former les travailleurs, les professionnels de santé locaux? Eh bien, pour avoir un renforcement des capacités nationales, un transfert des connaissances, des capacités,
au niveau de tous les secteurs et à tous les niveaux également. Et aussi, cela permet de construire une masse critique d'acteurs et d'utilisateurs de veille sanitaire qui ne seront pas désorganisés face à une urgence. Au Liban, nous avons des inspections des médias et des réseaux sociaux avec une surveillance des événements. Et avant la phase pilote, cela a été mené à bien par une équipe centralisée. Et ensuite, après la phase pilote, nous avons d'autres équipes qui sont formées et qui devaient surveiller les sources de données officielles et non officielles. Et aussi d'autres secteurs ont participé à cette formation. Alors, en 2024, au Liban, nous avons eu des sessions en ligne de veille sanitaire, des UOS et d'évaluation de risque et de résilience aussi. En 2025, nous avons eu des formations en juin et en septembre et les publics étaient divers au niveau centraux et périphérique aussi. Pourquoi faut-il décentraliser pour avoir des travailleurs plus formés? Pour être au plus près de l'événement, pour assurer de la rapidité de ces opérations de veille sanitaire. Il faut des ressources et il faut s'assurer que les compétences sont bien au niveau périphérique. Au Liban, nous avons décentralisé ces tâches. Avant, la veille sanitaire était surtout effectuée au niveau central et après cette formation, eh bien, toute la détection, vérification, analyse et évaluation était faite également au niveau périphérique. Pourquoi faut-il donc ce curriculum? Comme nous l'avons dit, il faut avoir une formulation unifiée et des méthodes de pratique unifiées aussi. Et il faut aussi une compréhension commune et une communication effective entre tous les secteurs, avec une gestion des données systémique qui permet une surveillance épidémique et une veille sanitaire. Et ici, vous voyez quelques chiffres au Liban pour entre janvier et 2025. Ici, vous le voyez, il y a eu 153 signaux. Nous en avons sélectionné 141. Nous en avons vérifié 137. Et 130 d'entre eux étaient avérés et 130 d'entre eux ont fait l'objet d'une recherche, ou plutôt d'une enquête. Ici, vous voyez les différents types de maladies qui ont provoqué ces signaux. Qu'allons-nous faire à l'avenir? Et pour continuer à avancer, il nous faut former plus de personnel, il nous faut aussi renforcer nos capacités en ce qui concerne l'évaluation des risques, plus de suivi et d'évaluation, avoir plus d'outils pour automatiser notamment les réseaux sociaux, la surveillance des réseaux sociaux et plus de ressources avec la surveillance communautaire notamment. Je vous remercie. Je remercie l'OMS, le siège, aussi le centre à Berlin, le bureau régional de l'OMS pour la Méditerranée orientale. Merci à tous. Merci beaucoup, docteur Nada, d'avoir partagé cette expérience du Liban avec beaucoup de précision. Merci. Maintenant, nous avons entendu l'expérience du Liban et maintenant je demande à Philippe et à Raquel, s'il vous plaît, de nous expliquer comment peuvent être utilisés de façon pratique ce cadre de compétences et ce curriculum, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur Bria, et merci beaucoup à tous et à toutes pour les questions. Il y a quelques questions difficiles, mais nous vous remercions et nous essayerons de répondre à certaines de ces questions. Mais nous ne voulons pas perdre trop de temps à répondre à des questions individuelles. Donc, en ce qui concerne la mise en œuvre et l'application du cadre de compétences et du curriculum, j'aimerais peut-être demander à Raquel de faire un échange avec moi. Donc, quel est le public cible de ces deux produits, Raquel? Merci beaucoup pour votre question, Philippe. Le cadre de compétences
peut être utilisé par des personnels de la santé en veille sanitaire qui souhaitent se développer et aussi par des législateurs pour des initiatives de renforcement des capacités ou d'autres, et aussi par les employeurs et aussi pour la planification des effectifs. Nous avons élaboré cet outil en pensant aux formateurs. Les universités, par exemple, les formations qui existent déjà, et aussi il a été conçu pour les apprenants et pour tous ceux qui auraient besoin euh, d'une remise à niveau. Et cela permet aussi de compléter les programmes qui existent déjà en termes de veille sanitaire. Alors, commençons par le cadre de compétences. Pouvez-vous nous parler un peu plus de son application grâce à cette diapositive? Donc, cela permet le développement des travailleurs de santé, permet d'avoir des nouveaux programmes d'études et de formation, de revoir des formations, des éducations, des programmes d'éducation qui existent déjà et de soutenir le développement professionnel. Au niveau des gouvernements, des ONG, des universités et de l'industrie, cela permet également d'utiliser euh, ce cadre. Nous avons des approches tous aléas confondus et une seule santé qui permet d'inscrire ce cadre et de faire face à tout type de menaces qui pourraient survenir dans le monde. Merci. Et si l'on pense à la façon dont on applique cela et au chemin d'apprentissage, au parcours d'apprentissage de ce curriculum, est-ce que vous pourriez nous parler donc de ce parcours d'apprentissage du programme d'études? Donc, comme vous le voyez ici, on commence par l'identification des rôles cibles du public et de la sélection des formations pertinentes. Nous recommandons de terminer la formation euh, initiale pour obtenir plus d'informations sur la veille sanitaire, comme l'a dit notre collègue. Et donc cela permet d'en apprendre plus sur le contexte, sur les compétences nécessaires pour la veille sanitaire. Ensuite, il faut en apprendre davantage sur les domaines techniques et aussi sur les domaines fonctionnels, qui permet de développer donc les compétences, les habiletés souhaitées par les apprenants. Cela permettra donc de mener à bien des tâches de veille sanitaire de façon efficace pour les apprenants. J'essaye de regarder les questions en même temps dans le chat. Je pense que certaines des questions seront répondues par ces diapositives. Donc, maintenant, nous allons passer à l'application du programme d'études du curriculum, qui est la diapositive suivante. Cela peut être utilisé pour créer de nouveaux programmes de formation en veille sanitaire ou aussi de soutenir des formations de l'enseignement supérieur ou encore des modules avancés ou de remise à niveau pour des travailleurs expérimentés. Il peut être également utilisé pour créer des formations en veille sanitaire au sein des gouvernements, pour guider les adaptations, les adapter en fonction du contexte local, régional, mondial, et aussi d'être appliqué dans des milieux qui peuvent être en manque de ressources ou en bonne santé. La portée permet de s'adapter aux besoins, aux rôles, aux expériences du public grâce à son approche modulaire et adaptable. Il y a plusieurs modalités, donc par exemple virtuel, hybride, en autodirection, etc. Cela est destiné aux responsables de veille sanitaire, épidémiologistes, travailleurs en surveillance, etc. Nous allons donc passer à la diapositive suivante.
Je vous laisse présenter cette diapositive et finir cette partie de la réunion. Alors, comment l'utiliser? Pour le cadre, il faut identifier les domaines techniques les plus importants pour les demandes actuelles et sélectionner les tâches les plus nécessaires dans ces domaines techniques. Et ensuite, dans le curriculum, vous pouvez, notre recommandation, c'est d'identifier les cursus qui couvrent les tâches pardon, qui sont signalées dans le cadre de compétences et ensuite terminer ces cursus pour développer les compétences nécessaires. Et dans notre dernière diapositive, nous souhaitions partager avec vous les différents liens pour les différentes ressources, les différents sites web. Comme je vous l'ai dit, nous avons un groupe d'experts très important qui a travaillé là-dessus avec de nombreux partenaires. Et nous vous remercions chaleureusement parce que nous ne serions pas là sans vous, nous ne serions pas là sans eux. Je pense qu'il y a beaucoup à lire pour vous en ce qui concerne le cadre de compétences et le curriculum. Donc, je vous remercie de votre intérêt. Encore une fois, merci à tous. Je vous rends la parole, Subria. Merci beaucoup pour cette session interactive. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions aussi dans le chat et merci pour toutes les ressources. Maintenant, nous allons répondre à ces nombreuses questions qui semblent être posées dans le chat. La première question a été posée par une personne, mais d'autres personnes ont également posé cette même question. Parce qu'il y a un peu de confusion, on dirait. Comment est-ce que la veille sanitaire est différente euh, de l'épidémiologie en termes de sources de données et de portée? Et y a-t-il un alignement entre ce cadre de compétences et aussi le cadre pour l'épidémiologie de l'approche Une seule santé? Qui aimerait répondre à cette question? Philippe, est-ce que vous souhaiteriez commencer? Vous pouvez commencer. Et peut-être Raquel après. Merci. Merci de m'avoir posé cette question difficile. Raquel pourra répondre à la deuxième partie, donc sur Covid. Mais pour la première partie, c'est une discussion un peu plus controversée, je dirais. Il y a eu de nombreuses questions aussi sur ce même concept, comment cela diffère de la surveillance et d'autres concepts de la surveillance basée sur les événements. Il y a eu des questions de ce type. Donc, tout d'abord, j'aimerais dire qu'il est important de souligner que quand on parle d'épidémiologie traditionnelle, ce n'est pas le même concept. Le PHI peut être trouvé dans le RSI qui date d'il y a très très longtemps. Donc ce concept de PHI, il n'est pas nouveau. Il devrait faire partie de l'épidémiologie traditionnelle. Et la deuxième chose à dire est la suivante. Cela dépend de votre définition de la surveillance. La surveillance en santé publique, en général, on la définit comme étant un processus de début à la fin, une collecte systématique de données en fonction de la définition. Certaines disent de l'information, d'autres de l'information en santé publique. Et donc, c'est très ouvert à l'analyse, à l'interprétation, pardon, pour la prise de décision. Donc, l'une des réponses que j'ai données dans le chat, c'est que la surveillance nourrit ce PHI. Mais la surveillance, ce n'est pas le seul facteur qui permet donc d'avoir des prises de décision éclairées. Ce que nous avons fait, c'est de prendre la surveillance et d'avoir ajouté à sa définition, d'avoir ajouté des mots, c'est ce qu'on pense qu'on a fait. Mais je pense que il y a
plusieurs définitions effectivement du PHI, de la veille sanitaire, et nous avons fait un bilan de ces différentes définitions. Nous avons fait de nombreuses consultations et c'est vrai qu'il y a une confusion. Si vous pouvez regarder le document de surveillance collaborative de l'OMS qui a été publié il y a 2 ans, je dirais, cela pourra vous aider à regarder peut-être pas les distinctions, mais la complémentarité entre la surveillance et la veille sanitaire. La surveillance, c'est une approche qui euh, permet de créer de meilleurs renseignements, de meilleures informations. Donc, comme vous le voyez, là, l'un est un processus et l'un est un résultat. Cela pourra peut-être vous aider. Mais c'est une conversation qui est très intéressante que je serais ravie d'avoir en dehors de ce forum parce qu'elle pourrait durer des jours. Et maintenant, je vais peut-être passer la parole à Raquel pour le commentaire sur l'approche Une seule santé. Nous avons travaillé très étroitement avec les différentes parties prenantes et nous avons travaillé à l'alignement de nos produits qui sont complémentaires. Et l'outil d'une seule santé avait des objectifs peut-être plus définis, alors que le cadre de compétences PHI avait un public bien plus large comme objectif. Je fais partie du groupe d'experts et Philippe aussi, qui a participé au cadre COFI. Et certains experts de COFI ont également participé à l'élaboration de ce cadre de compétences. Donc, je vous recommande, si vous êtes intéressé à renforcer les capacités en veille sanitaire, à consulter également ces outils-là. Merci beaucoup, Raquel. Et Philippe, vous avez dit, donc la surveillance est un processus et le renseignement, c'est le produit. Ça a été très bien reçu dans le chat. Merci à vous et à Raquel. Et Nada Gon, vous avez répondu dans le chat, mais cela pourrait être utile pour toutes les personnes qui nous écoutent. Quels secteurs ont été formés au Liban et quels autres secteurs devraient être formés? C'est intéressant parce que cela donne une idée de l'étendue de ce processus, de cette formation et là où ça pourrait être utile. Merci beaucoup pour votre question. Donc, quand on parle d'autres secteurs, on pense notamment à l'agriculture. Donc, nous avons l'approche une seule santé entre les humains et les animaux, mais aussi avec l'environnement. Donc, au Liban, nous faisons participer d'autres secteurs, l'agriculture, l'environnement et l'éducation. Pourquoi? Parce que 30% de la population sont, sont scolarisés, donc cela permet ne sont pas scolarisés, pardon, donc cela permet de les atteindre également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a une autre question. Comment s'assurer de la fiabilité des sources, car quand les plateformes de santé fournissent parfois des données qui sont contradictoires. Qui aimerait répondre à cette question? C'est une question très difficile, encore une fois. S'il n'y a pas d'autres volontaires, je, je peux répondre. Donc c'est une question un peu difficile et je ne pense pas qu'il y ait une réponse parfaite à cela. Nous encourageons nos partenaires de PHI à utiliser de nombreuses sources de données, différentes plateformes, différentes chaînes, différents fournisseurs d'informations.
Et cela permet de comprendre au mieux le contexte, la situation sanitaire qui est de notre intérêt. Il nous faut donc augmenter le nombre de sources. Certaines sont officielles, certaines ne le sont pas. Et bien sûr, il y aura des informations qui sont contradictoires, mais cela fait partie du travail des professionnels de la veille sanitaire, d'analyser, d'évaluer, de vérifier, de consulter, de euh, revérifier ces informations. Il peut y avoir différents processus à mener pour vérifier la véracité de ces données et de ces informations. Et nous aimerions également souligner que à l'OMS, nous travaillons ces dernières années sur la désinformation liée à la santé. Ces dernières années, pendant les événements sanitaires, des fausses informations sont générées. Et cela fait partie des compétences, des aptitudes que les professionnels de la veille sanitaire doivent avoir, c'est-à-dire évaluer, vérifier, interpréter les différentes informations qui sont disponibles pour v- veiller à ce que les évaluations soient utilisées à bon escient. Alors, je ne pense pas que ce soit une réponse parfaite, mais pour résumer, il faut toujours une évaluation de la fiabilité et de la véracité des données et des sources. Merci beaucoup, Raquel. J'es- C'était une question complexe, donc j'espère que cela répond euh, à la question que la personne avait en tête. Je pense que Johanna voulait ajouter quelque chose. Oui, je voulais ajouter à ce qu'a dit Raquel. C'est pour ça qu'il nous faut une bonne surveillance et ensuite un PHI en bonne santé, parce qu'il y a de nombreuses sources, de nombreuses informations, et la PHI nous permettra d'avoir de bons renseignements après avoir contextualisé, vérifié, évalué ces données. Il faut les observer de façon systémique pour avoir de bonnes informations, de bons renseignements. Il y a énormément d'informations, mais il faut tirer du sens de ces informations pour fournir des renseignements. C'est pour cela que nous nous penchons de plus en plus vers le PHI et des formulations communes pour avoir un processus systémique qui permet d'être observé, donc qui permet d'observer les informations au fil du temps, de façon systémique ou systématique. Merci beaucoup, Johanna. C'est, c'est bien vrai. Nous arrivons à la fin de notre réunion, mais il y a une question à laquelle on a répondu dans le chat qui est intéressante. Sur l'intelligence artificielle, la question portait sur l'Amérique latine, mais ça peut être utile pour d'autres pays également. Ce document révisé souligne l'intelligence artificielle dans la santé publique pour une meilleure préparation, une meilleure efficacité. Comment est-ce que les pays peuvent dépasser ces obstacles pour assurer un accès équitable à l'intelligence artificielle et comment est-ce que les stratégies en intelligence artificielle sont le plus efficaces pour les gouvernements? Vous avez répondu dans le chat, Philippe, mais je pensais que cela pourrait être bénéfique pour tout le monde parce que c'est particulièrement important dans le monde d'aujourd'hui. Johanna, est-ce que vous aussi vous aimeriez répondre et ensuite je passerai la parole à Philippe? Je n'ai pas lu la réponse de Philippe, donc je suis un peu nerveuse. Je ne sais pas si je vais pouvoir parler de la fracture numérique, mais c'est vrai, l'IA nous permet d'aller de l'avant et aussi de faire beaucoup de progrès, de travailler ensemble nous avons travaillé là-dessus, comment utiliser l'IA pour le PHI. Il y a beaucoup de potentiel pour faire face à cette fracture numérique, mais encore une fois, il faut le faire de façon systématique. Mais Philippe, je suis très curieuse de voir votre réponse.
Bon, je ne sais pas si vous avez été satisfait de ma réponse. J'aimerais rajouter quelques points supplémentaires. Ce que j'ai mentionné, en fait, c'est que, en effet, cela a un potentiel pour piloter le progrès, donc cela a un potentiel transformateur. Mais pour transcrire dans la réalité ce potentiel transformateur, il doit y avoir un investissement dans cette intelligence artificielle. Cela ne va pas se passer tout seul. Cet investissement, d'après moi, doit être intégré déjà dès la conception, quand on conçoit les pratiques ou les activités de santé publique. Donc, à la base des infrastructures, je comprends, avec la fracture, c'est bien plus facile à dire qu'à faire, mais il faut y réfléchir. Et donc, cela doit être réfléchi dès le départ, conçu dès le départ. Il y a plusieurs ingrédients clés ici. Donc, d'abord, une base solide. Donc, une fois que l'on identifie les bons éléments ici, alors on peut trouver des solutions. Et ensuite, il y a donc la gouvernance. Bien évidemment, on ne peut pas mettre en place l'IA sans avoir une responsabilisation de cette dernière, donc une gouvernance. Bon, bien sûr que c'est possible, mais on se retrouverait avec des retombées très négatives. Donc, cela n'est pas conseillé. Une autre chose, nous devons réfléchir au contexte plus large et au pouvoir de la collaboration. Il existe des opportunités pour utiliser des produits open source disponibles déjà maintenant. Il y a déjà des possibilités de travailler ensemble avec d'autres qui travaillent dans le même domaine, donc pour profiter de leur expertise, de leur aide pour concevoir les différentes infrastructures, etc. Donc cette approche collaborative est essentielle. Que cela pour l'infrastructure, pour la gouvernance ou pour la mise en œuvre en soi. Donc, je pense que c'est une excellente discussion à tenir. Nous devons l'avoir en tant que communauté internationale. Nous devons réfléchir à la manière d'intégrer l'IA. Elle n'arrive pas, elle est déjà là. C'est déjà une réalité. Donc, nous devons trouver des moyens pour l'utiliser de manière utile. Sinon, nous allons être en retard. Très bien, merci beaucoup, Philippe. Nous en sommes à la fin de notre webinaire, mais quelques instants supplémentaires. Madame Clarissa, peut-être que vous souhaitez reprendre la parole. Est-ce que vous avez quelque chose de rajouter? Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Je pense que tout a déjà été dit. Et donc, j'ai essayé de répondre à quelques questions dans le chat, donc des questions un peu plus techniques. Donc, j'ai fait ma part. Merci beaucoup. Merci, merci. Je vois qu'il y a beaucoup d'autres questions qui nous ont été posées, mais malheureusement, nous sommes limités en ce qui concerne le temps qui nous a été accordé. Merci beaucoup de cette séance très intéressante, source d'informations. Je remercie tous les intervenants, donc professeur Johanna, docteur Nada, Madame Clarissa et Monsieur Philippe, bien sûr, et Madame Raquel. Merci beaucoup d'avoir organisé cette rencontre. Je remercie également tous ceux qui ont travaillé en coulisses. Donc, nos organisateurs, Michael, merci beaucoup. Donc, vous avez plusieurs personnes autour donc de cette table que vous voyez ici sur dans le contexte. Donc, toute l'équipe qui nous soutient, une partie d'une équipe aux Philippines. Merci beaucoup aux interprètes également. Les interprètes vous remercient. Merci beaucoup donc de travailler pour rendre plus disponible ce contenu à plus de personnes. Merci beaucoup au soutien technique, aux représentants du centre de collaboration. Merci beaucoup à ceux qui nous ont aidés avec les diapositives. Également, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. Merci beaucoup de votre intérêt, des questions que vous avez posées et des très jolis emojis qui nous sont envoyés dans la boîte de messagerie. Donc, il s'agit du 40e webinaire à EpiWin cette année, donc l'avant-dernier. Un dernier webinaire est prévu et j'espère que vous allez pouvoir nous rejoindre jeudi prochain. Donc, ce ne sera pas mercredi, ce sera jeudi. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'essaie d'afficher. Sur la protection des communautés, le choléra,
comment lancer une riposte communautaire contre le choléra, donc sur l'exemple de la Zambie, donc les leçons tirées par la Zambie, donc, qui a réussi à mettre en place plusieurs composantes axées sur la communauté dans sa lutte contre le choléra. Donc cela peut avoir cela peut présenter un intérêt pour d'autres pays également. Merci beaucoup. C'est pour la semaine prochaine, donc. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse epiwin@wto.int. N'hésitez pas donc à vous adresser directement à nos intervenants également si des informations particulièrement pertinentes peuvent être fournies par ces derniers. Donc n'hésitez pas donc à nous approcher. L'enregistrement sera disponible sur notre site web. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci beaucoup.